Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes ce matin avec François Bousquet. D'abord, bonjour François Bousquet. Bonjour Corentin, bonjour Rodolphe Carte. Bonjour François, et puis bonne année 2024. Je rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la nouvelle librairie, puis vous êtes notre partenaire du mercredi. Et puis nous sommes ce matin avec Rodolphe Carte. Bonjour Rodolphe Carte. Bonjour Corentin. Alors vous êtes journaliste, vous collaborez à la revue Éléments, Front Populaire à Omerta. Vous êtes auteur de Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur. Nous avions fait donc une émission ici qui est disponible sur notre chaîne de YouTube et donc de Feu sur la droite nationale aux éditions aussi la nouvelle librairie. Alors je voulais vous demander pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre qui est une réponse à Daniel Conversano et aux identitaires. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être à nos auditeurs qui est Daniel Conversano et quelle est l'idéologie qu'il incarne, en tout cas celle des identitaires, ce que vous appelez les identitaires? Aujourd'hui, Daniel Conversano est un influenceur qui prend de plus en plus de place ou d'influence au sein notamment de la droite, on va dire, plutôt jeune. C'est quelqu'un qui a des positions qu'on pourrait qualifier de racialiste, mais dans le sens d'une nation blanche, si vous voulez. Et moi, je voulais, entre guillemets, faire une réponse, notamment suite à une vidéo qu'il avait faite pour le média Livre Noir, où justement, il revenait sur cette opposition entre la souveraineté et l'identité. Et moi, en tant que souverainiste, mais aussi avec ma part identitaire et en tant que nationaliste français, je voulais répondre justement, parce que bien qu'on soit, comme vous l'avez très bien dit, au sein du même camp national, qu'on a des combats communs, comme par exemple la lutte contre l'immigration ou ce genre de choses, on s'est rendu compte que sur certains sujets, notamment sur la géopolitique ou sur les questions sociales, on avait des divergences. Donc moi, je voulais revenir sur ces oppositions qui sont, à mon avis, fondamentales, justement pour essayer d'influencer un peu cette jeunesse, plutôt dans mon sens. Donc oui, je peux tout à fait rendre hommage au combat des identitaires, notamment sur les dernières années, qu'on réussit à réinstaller dans le jeu politique des questions comme les notions de démographie, de bascule démographique, de changement de peuple, qui sont à mon avis des positions cardinales et que justement le camp souverainiste doit défendre, à mon avis, et doit s'emparer de ces questions. Et donc justement, je pense que ce livre se prêtait bien au jeu parce qu'il fallait reposer quelque part ces notions à plat sous la forme d'un écrit, parce que souvent c'est des débats qu'on peut avoir notamment sur les réseaux sociaux comme Twitter. Et moi je pensais justement qu'il fallait passer le stade de l'écrit et poser justement les bases pour un débat, parce que il faudra bien qu'un jour ou l'autre, quand même, on puisse se parler et qu'on puisse essayer de faire au moins certains compromis sur certains sujets, sur certaines positions pour avancer ensemble, si je puis dire. Alors justement, parce que pour nos auditeurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et puis qui sont peut-être plus attachés au clivage droite-gauche, vous dites qu'au sein même du clan patriote, en tout cas, il y a les identitaires et les souverainistes. Alors il y a évidemment du souverainisme dans les identitaires et de l'identitaire dans les souverainistes, mais vous distinguez ces deux pôles, et justement pourquoi il y a ces deux pôles au sein même du camp patriote et qui s'opposent, en tout cas qui débattent ensemble. Comme je vous l'ai dit, le postulat de base, on est tous d'accord pour faire le même constat qu'aujourd'hui l'immigration c'est vraiment le combat principal qu'on doit mener au sein du camp national. Alors par contre, là à mon avis où les souverainistes se détachent quelque peu des identitaires, c'est que les souverainistes font la généalogie, si vous voulez, de ce processus de changement de peuple qu'on connaît en France et même plus largement en Europe. Et justement, cette généalogie nous porte à montrer du doigt, si vous voulez, une certaine classe bourgeoise. Donc là aussi, le mot est un peu connoté, notamment à gauche, mais moi, je l'emploie au sens du 19e siècle. On avait des auteurs à droite comme à gauche qui pouvaient l'utiliser pour dénoncer une certaine classe, une certaine élite, en tout cas, dans les sociétés européennes. Et moi, j'ai voulu revenir sur cette généalogie et je me suis appuyé sur des travaux de sociologues aussi modernes comme Pierre Vermeuren, Jérôme Sainte-Marie, Jérôme Fourquet aussi, qui sont, à mon avis, des travaux qui sont vraiment fondamentaux, parce qu'ils nous permettent vraiment de montrer qu'on a connu une bascule, notamment au niveau des élites françaises, qui étaient avant des élites nationales. Moi, je suis absolument pas sur le logiciel, vous savez, communiste, en disant la bourgeoisie française, ça a toujours été une élite de plan cul, ce genre de choses, absolument pas. On sait très bien que les bourgeois ont offert leurs enfants à la guerre au moment de 1914, ils étaient au front. La bourgeoisie française a été très longtemps une bourgeoisie entrepreneuriale, qui allait de l'avant, qui portait le pays, et moi, je suis le premier à le reconnaître. Et demain aussi, je sais pertinemment qu'on devra s'appuyer sur une bourgeoisie nationale et française.
Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est que souvent, les institutions bourgeoises comme les grandes écoles ou ce genre de choses, promeuvent des modèles qui sont post-nationaux, post-industriels, post-démocratiques. Et là, moi, en tant que nationaliste français, je suis obligé de mettre le haut là, je suis obligé de montrer du doigt aussi ce processus qui va à l'encontre, à mon avis, des intérêts de la France. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il y a une divergence entre souverainistes et identitaires, c'est que les souverainistes s'attachent aussi à la question sociale. Et pour moi, c'est vraiment les deux jambes de base qu'il faudrait pour un renouveau de la pensée nationaliste française, c'est qu'il faut à la fois penser ces questions identitaires qui sont fondamentales, la volonté de préserver un peuple historique de souche européenne et de souche blanche, là aussi il ne faut pas se voiler sur le mot, mais il faut aussi de l'autre côté mettre en place des protections économiques, financières, réintroduire des frontières pour les personnes mais aussi pour les capitaux, vous voyez, ce genre de choses. Donc à mon avis, c'est sur ces deux jambes que le souverainisme français essaie d'appuyer. Alors vous parlez, c'est drôle, avant de donner la parole évidemment à François Bousquet, vous parlez de cette bourgeoisie, mais en fait c'est d'un point de vue, donc Peggy déjà parlait de cette bourgeoisie, disait aujourd'hui tout le monde rêve d'être bourgeois, c'est-à-dire en faire le moins possible et en gagner le plus possible. Donc c'est plus une classe sociale aujourd'hui, on pourrait dire une classe sociale supérieure qui finalement est cosmopolite et plus vote Macron ou vote centre-gauche ou centre-droit. Et aujourd'hui, vous refusez cette distinction droite-gauche, c'est-à-dire que même vous parlez, donc Jérôme Fourquet, on a parlé de Sainte-Marie, c'est pas véritablement des gens qu'on pourrait classer à droite, et on pourrait même dire qu'ils étaient plutôt à gauche avant, et vous sentez peut-être même plus proche d'eux que de certaines personnes identitaires, patriotes, qu'on pourrait qualifier de droite. Je sais que c'est un clivage qui est cher encore à François, et moi aussi, je sais qu'il il est encore assez pertinent, mais mine de rien, si on regarde par exemple à partir de la fracture sociale, de Maastricht, du traité en 2005, et on voit même au niveau électoral une certaine polarisation entre un bloc élitaire et un bloc populaire. On le voit ne serait-ce que sur les dernières élections. Au deuxième tour, on a 57% des employés qui vont voter Marine Le Pen, 70% des ouvriers, et on voit de l'autre côté la même bascule et les mêmes pourcentages des cadres qui vont voter Macron. Alors moi, je suis le premier à m'en désoler. Là aussi, une mauvaise interprétation de mon livre a voulu voir dans mon livre une attaque quelque part un peu gauchiste de la bourgeoisie, égalitariste. Moi, c'est absolument pas mon cas. Moi, je suis pour des élites nationales, mais je veux qu'elles aient des intérêts qui soient consubstantiels à celles du peuple. Et même, moi, j'aime reprendre cette notion de Gramsci, de bloc historique, et je sais pertinemment que demain, pour l'emporter, le camp national devra s'appuyer, à mon avis, sur la base populaire qui est, nationaliste de fait, parce que ses intérêts matériels sont en France, ses intérêts, même au niveau de l'insécurité culturelle, sont en France, parce qu'elle a besoin de protection vis-à-vis de la racaille et de l'immigration, mais vis-à-vis aussi des protections, comme je vous ai dit, de la protection d'industrie. Et donc voilà, aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est qu'on a toute une partie des élites qui ont des intérêts qui sont, plus au sein de la société française. Et moi je serai demain le premier défendeur d'une nouvelle élite et même d'une nouvelle bourgeoisie si elle montrait, et qu'elle montrait pas de blanche, et qu'elle montrait qu'elle avait en tout cas intérêt à défendre la nation et la nation française. Oui, si elle avait été élue par le peuple et si elle était au service du peuple. Alors François Bousquet, justement sur ce livre de Rodolphe Carte, Feu sur la droite nationale, aux excellentes éditions La Nouvelle Librairie. Oui, c'est une ligne de crête qui est très difficile à tenir, et je trouve que Rodolphe Carte la tient assez bien. Enfin, même s'il vient du souverainisme, il a introduit dans son livre beaucoup d'éléments identitaires. Est-ce que c'est pas la nouvelle querelle des anciens et des modernes, les anciens étant plutôt les souverainistes, étonnamment, puisqu'ils sont attachés aux politiques, et les modernes, ce que vous appelez les racialistes. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion néanmoins chez vous entre Conversano, qui a une vision plutôt communautariste, plutôt racialiste, c'est-à-dire qu'il conçoit l'identité à partir des gènes, et on peut être européen, blanc, sinon occidental, un peu partout dans le monde, c'est un citoyen du monde blanc, pour ainsi dire, et les identitaires sont très attachés au local. Les premiers à avoir porté, moi à ma connaissance, en France, en tout cas à droite, la question de l'enracinement local dans la petite patrie, ce sont les identitaires. Ah oui, je peux tout à fait me revendiquer de cette école. Et j'ai eu un débat ici chez Radio Courtoisie avec Marc Guyon, qui lui promouvait par exemple l'immigration ou l'expatriation. Et c'est vrai que moi, avec une partie des identitaires, notamment originaires de la nouvelle droite, je peux tout à fait me retrouver dans certaines positions, comme celle d'enracinement, de patrie charnelle, ce genre de choses. Et c'est vrai que là, j'ai fait un certain amalgame. Après, c'est un livre polémique. Et peut-être justement qu'au sein de
de ce camp identitaire un peu élargi, et peut-être qu'il faut aussi avoir ce débat entre ceux justement qui vont être plutôt sur un logiciel de la communauté blanche internationale et ceux justement plutôt identitaires dans la ligne nouvelle droite qui revendiquent plutôt la notion d'Europe. Mais là aussi, il y a des débats, je pense que le livre permettra peut-être d'ouvrir. Mais moi, au niveau de mon identité, si je puis dire, je suis en accord, parce que moi je suis nationaliste français, je me suis jamais revendiqué d'un autre nationalisme, ce qui m'empêche pas d'être ouvert sur mes frères et mes voisins européens. Là, c'est peut-être aussi une nuance que j'ai voulu importer dans le camp souverainiste, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les querelles France-Allemagne ou ce genre de choses, alors on peut les retrouver sur des intérêts stratégiques comme par exemple le nucléaire ou ce genre de choses, et bien évidemment là, faut être dur sur ces positions. Mais par contre, moi j'ai aucune animosité envers le peuple allemand, par exemple, comme on pouvait le retrouver dans un certain nationalisme français avant. Les peuples européens aujourd'hui subissent le même péril que nous, ils ont des élites post-nationales qui les trahissent, qui promeuvent l'immigration, le grand remplacement de leur peuple. Donc moi je me sens aussi d'un certain destin commun aussi avec les autres peuples européens. Mais par contre, avant tout, je mets tout en haut de ma pyramide, de décision politique, les intérêts français. Et je pense justement que c'est cette considération et cette reprise en main par chaque peuple de son destin à moi qui nous permettra demain peut-être, pourquoi pas, d'ouvrir les champs pour une nouvelle Europe. Mais à mon avis, aujourd'hui, c'est même une citation de Janco que je reprends au début de mon livre, le combat il est plutôt à mener au niveau national. Après, pourquoi pas demain au niveau régional ou voire même continental avec l'Europe. Oui, parce qu'en plus vous êtes très, très attaché à votre région de la Savoie, mais on en reparlera. François Bousquet. Alors, Rodolphe Carte, deux objections sur l'échelon national. De fait, c'est l'échelon qui aujourd'hui est pertinent, mais nous permettra-t-il à l'avenir de rivaliser avec les États, civilisations, l'Inde, la Chine, la Russie? Première objection. Et deuxième, qui me semble assez importante, dans cette querelle centrale qui structure le paysage politique, en tout cas à droite, entre l'identité et la souveraineté se restaure. La souveraineté, c'est de la décision politique. On parlait de Karl Schmitt, qui vous est cher. Il suffit que quelqu'un décrète que je restaure la souveraineté. La démographie, Auguste Comte, c'est le destin. Zemmour l'a souvent cité. On rentre dans des mécanismes inexorables, irréversibles. C'est aussi, me semble-t-il, un paramètre à prendre en compte. On peut restaurer la souveraineté. Je le redis, c'est un choix politique. Mais le choix démographique est déjà fait et il nous engage pour les 20, 30, 40 ans. Oui, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Concernant votre deuxième proposition, évidemment que moi, je ne désire pas vivre dans une France souveraine composée à majorité par des extra-européens. À mon avis, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. L'idéal, ou entre guillemets la voie souveraine, la voie souverainiste, elle est consubstantielle à cette défense du peuple historique, d'un peuple majoritaire, enraciné, qui a un héritage, qui a une lignée inscrite dans son territoire français. Et je suis le premier, justement, à vouloir défendre. Alors après, là, on a une différence de point de vue souvent avec les identitaires, c'est quelle est la manière adéquate justement pour défendre cette défense démographique. Et moi justement, je pense qu'on est obligé de revenir aujourd'hui sur le modèle, sur le logiciel en tout cas souverainiste et national, parce que justement, ce qui est assez pertinent, c'est que cet effondrement de la natalité, il est consubstantiel aussi au choix du modèle économique qu'on a fait à partir des années 70 et 80. C'est qu'on passe d'une économie productive où on avait une agriculture forte, une industrie relativement forte, une économie de consommation. C'est les travaux de Pierre Vermeuren qui sont véritablement fondamentaux là-dessus. Et par exemple, il y a aussi des analyses que j'avais retrouvées chez des Britanniques qui montraient très bien qu'aujourd'hui, quand on a, notamment pour des populations autochtones, une absence de destin, avec une dislocation des communautés organiques, mais aussi qu'on leur propose plus un avenir certain justement dans l'industrie, dans des grandes entreprises, dans ce genre de choses, évidemment que ils ont aucune volonté d'aller et de procréer et de fonder des familles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on met deux cartes européennes l'une en face de l'autre, c'est quand on voit par exemple l'effondrement démographique qu'on connaît notamment dans le sud de l'Europe, en Espagne et en Italie, où c'est véritablement une catastrophe, et en France on n'est pas très loin de ces chiffres aussi. On considère toujours qu'on a une natalité qui est moins en berne que ces pays, mais c'est grâce aussi à la natalité d'origine extra-européenne, il ne faut pas se voiler la face là-dessus. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit très bien que dans ces pays où on a un effondrement de la natalité, c'est là aussi où on a les pays qui ont connu les plus grosses destructions des industries, et aussi que les
enfants, restent le plus longtemps chez leurs parents. Là aussi, c'est intéressant parce qu'évidemment, quand on ne peut pas se projeter, quand on ne peut pas prendre un appartement, c'est toute une chaîne qui est en fait liée. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que justement, à chaque fois, l'aspect identitaire et l'aspect social est tout le temps lié. Et par exemple, vous évoquiez Corentin, mes racines en Haute-Savoie. Et par exemple, j'avais commis aussi un article pour Éléments sur la notion d'enracinement et justement l'explosion du prix de l'immobilier, notamment sur la côte bretonne. On avait vu à partir du Covid qu'on avait un exode urbain. Justement, on avait des riches urbains qui avaient acheté toute une série de résidences secondaires sur la côte bretonne, ce qui avait fait une spéculation immobilière. Et on voyait bien que les jeunes familles locales pouvaient plus se loger sur la terre de leurs ancêtres, étaient obligés d'aller dans les terres. Et donc là, on voit bien que les deux domaines sont intimement liés, celui de l'identitaire, mais aussi celui du social. Donc là, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faudra aller dans les années à venir. Et alors justement, il y a cette bataille entre identitaires et souverainistes, notamment des souverainistes qui disent de toute manière ça ne sert à rien d'être identitaire à partir du moment où on n'est pas souverainiste, qu'on n'est pas pour le Frexit, qu'on n'est pas pour la sortie de l'Europe parce qu'on ne pourra pas retrouver une identité nationale sans souveraineté nationale, et d'autres qui vous disent non, le plus important, un petit peu comme ce que dit François, c'est-à-dire qu'on peut retrouver sa souveraineté mais on ne peut pas retrouver sa démographie, une identité peut mourir, et donc le principal c'est l'identité puis la souveraineté. Notamment il cite le Brexit, où finalement les Anglais sont partis de l'Union européenne, mais n'ont jamais autant connu d'immigration. Vous comprenez cette distinction, ou alors justement c'est un faux débat, et donc la souveraineté est au service de l'identité, et la souveraineté est un moyen au service de l'identité, et les deux finalement sont conciliables. Il n'y a pas véritablement de distinction. Justement, d'opposition. Oui. Il y a une distinction, mais pas d'opposition. Bien sûr, et l'exemple du Brexit, il faut le prendre vraiment comme un exemple salutaire. Comme vous l'avez très bien mentionné, on peut reprendre la main sur les leviers économiques et ce genre de choses, sans pour autant continuer les processus d'immigration. Et là aussi, ça nous met en face d'un problème. C'est que, évidemment, si on repose ces questions de la souveraineté, comme je l'ai expliqué au début de notre entretien, ça repose la question des élites. Si les élites, si on ne connaît pas dans les années à venir une certaine circulation des élites, comme ont pu l'entrevoir toute l'école de sociologie italienne, notamment avec des grands philosophes comme Pareto ou Vilfredo Mosca, et par exemple, évidemment qu'on va rester sur un certain statu quo. Et donc moi, c'est ce que j'essaye aussi de promouvoir. Il faut qu'on fasse monter en haut des élites nationalistes, des élites qui viennent plutôt du peuple. Mais aujourd'hui, on le voit bien que justement, toute ce narratif de la méritocratie, par exemple, il est en berne. L'ascenseur social marche absolument pas. Et je pense justement que ça montre les raidissements qu'on a sur ces questions. Et donc, oui, demain, le Brexit, moi, je le considère vraiment comme un exemple salutaire. Il nous montre ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il faut pas faire. Et peut-être, justement, ne pas... par exemple, j'ai jamais dit que le Frexit pouvait être la panacée. Si vous voulez, c'est autre chose. C'est un mouvement de fond qui est beaucoup plus loin, qui doit nous emmener beaucoup plus loin, qui doit nous emmener, notamment sur la question de la natalité, de la démographie, sur des dizaines de générations, peut-être. Et donc, à mon avis, la souveraineté, ou en tout cas l'idéologie de la souveraineté, peut nous donner cette base intellectuelle qu'il faudra aussi combiner, bien sûr, avec les éléments de l'identité, ce genre de choses. Et justement, alors avant de donner la parole à François Bousquet, est-ce que c'est pas justement un problème de la finalité ? C'est-à-dire qu'on se dit, la souveraineté, oui, mais pourquoi faire ? Parce qu'il y a des gens qui sont souverains, qui sont plutôt de gauche, qui veulent être... Notamment, on peut parler de la France insoumise, qui d'ailleurs a assez renoncé à sa souveraineté, mais se dire, sont souverains, oui, mais alors pourquoi faire si c'est pour créer un État d'autant plus de gauche, d'autant plus remplacé, c'est pas pour ça. Et sinon, si on dit, oui, quelque chose d'identitaire, mais si c'est justement pour avoir l'identité racialiste, notamment de Daniel Conversano, non plus. Donc c'est plus souveraineté, identité, mais la question c'est pour quelle finalité finalement ? Pour quelle nation et puis pour quelle civilisation ? Mais ça, on disons en parlera que la finalité identitaire où on se retrouverait entre communautés blanches sur un territoire largement remplacé pour devenir une sorte de communauté comme Geronimo, c'est pas mon désir. Mais comme je vous l'ai dit, mon désir c'est pas non plus d'être dans une France souveraine composée majoritairement d'extra-européens où le peuple historique aurait été largement remplacé. Et par exemple, pour revenir à la première objection de François, notamment sur la question de la cohérence, et notamment si on retrouvait une souveraineté
après, quid, qu'est-ce qu'on en ferait ? Justement, par exemple, au niveau de la géopolitique, peut-être que ça nous donnerait une certaine manœuvre, notamment pour sortir de l'alignement atlantiste, tout genre de choses. On l'a bien vu, notamment avec les conflits géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie, et plus récemment entre la Palestine et Israël, justement qu'aujourd'hui, la France était, engoncée comme ça dans des positions qu'elle n'avait peut-être pas décidées d'elle-même. Donc là aussi, peut-être qu'une souveraineté nous permettrait, alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une certaine multipolarité qui commence à s'installer sur la scène mondiale, justement de retrouver une voie. Et à mon avis, celle-là, elle est consubstantielle à la redécouverte d'une identité aussi d'un peuple, et peut-être demain pour relancer la natalité, on l'espère. Alors, je rappelle à nos auditeurs, nous sommes avec François Vaux, qui est un rédacteur en chef de la revue L'élément, directeur de la Nouvelle Librairie, et avec vous, Rodolphe Cart, pour ce livre, Feu sur la droite nationale, réponse donc à Daniel Conversano et aux identitaires. Je vais revenir vers vous, François Bousquet, vous allez pouvoir poser vos questions. Mais avant, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors François Bousquet, vous aviez des questions à poser sur ce livre Feu sur la droite nationale que vous avez édité et dont vous n'êtes pas d'accord sur tout. Sur la ligne principale, si, Bien puisque sûr. c'est vraiment la ligne de crête, c'est l'articulation identité-souveraineté. Les deux ont des qualités, les deux ont des défauts, j'y reviendrai. Entre autres qualités centrales du souverainisme, c'est que le souverainisme en appelle à la décision politique. Une des objections majeures qu'on peut adresser à pas l'identitarisme, me semble-t-il, dans sa version racialiste, puisque c'est néanmoins le titre du livre de Rodolphe Cart, c'est que c'est impolitique. C'est qu'on fait des communautés qui ne font pas de politique, on crée des isolats. Donc je trouve qu'un des mérites du souverainisme sur lequel Rodolphe Cart insiste, et qui me semble central, c'est que tout relève de la décision politique. Même pour restaurer l'identité, on ne peut pas faire l'économie de la décision politique. Rodolphe Cart. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et même là-dessus, on a un point d'accord, je pense, entre les identitaires et les souverainistes, qui est la figure de Julien Freund, qui est une figure, à mon avis, centrale, justement, sur la désignation de l'ennemi et justement sur la décision politique, parce que lui-même était un disciple de la pensée de Carl Schmitt. Et pour moi, ça aussi, oui, évidemment, c'est fondamental. Et les décisions politiques, elles se prennent aussi notamment sur les questions économiques et sociales et ce genre de choses. Et là aussi, ça nous met directement à chaque fois sur les questions, comme je vous l'ai dit, sur la généalogie du mouvement immigrationniste, qui est toujours en corrélation justement avec l'économie. On le voit bien par exemple avec les restaurateurs. Mais les restaurateurs, c'est une partie du problème. Quand on passe d'une économie productive à une économie de consommation, parce que par exemple, quand on vous vend aujourd'hui les métiers en tension pour essayer de légitimer une immigration légale, si vous voulez, c'est quelque part, c'est de la poudre pour nous aveugler. Parce qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, dans un modèle où on s'est abstenu de faire justement des politiques familiales, des politiques de natalité pour le peuple autochtone, justement, on a voulu le remplacer par des contingents de l'immigration. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des secteurs qui vivent sous perfusion justement de cette nouvelle population justement de consommation et de peuplement. Dedans, on peut notamment, par exemple, montrer du doigt la téléphonie, aussi le secteur du BTP, mais par exemple aussi la restauration, ça fait partie de ces secteurs aujourd'hui qui marchent aussi grâce à cette manne de l'immigration et cette influence de population sur notre territoire. Alors, François Bousquet. C'est un choix. Alors moi, j'accablerai pas les restaurateurs, parce que ce sont des petits patrons. C'est pas le MEDEF, là, on parle pas du MEDEF, mais c'est les choix qu'ont fait le patronat, CNPF, MEDEF, depuis 40 à 50 ans, dans l'industrie déjà, Rodolphe Cart, puisque l'industrie automobile et l'industrie du BTP, il y a des déclarations de Martin Bouygues dans les années 70, fascinantes. On a besoin de la main-d'œuvre immigrée parce que c'est du dumping social. Alors, je ne vais pas accabler les restaurateurs là-dessus, parce que ils ont des charges sociales à payer. Ou alors, ils mettent la clé sous la porte. Mais de fait, c'est un problème. C'est un problème assez lourd. Est-ce que cette division souverainisme-identité ne recoupe pas, bon gré, mal gré, le grand débat à droite, même si Marine Le Pen ne se reconnaît pas à droite, le match entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, puisque et puis à la fin du match, c'est Marine Le Pen qui a gagné. C'est peut-être pas la souveraineté, parce que je ne sais pas si son électorat est très sensible à cette notion de souveraineté, d'identité. Elle est plutôt sensible à la nation française, à la patrie, etc. Mais est-ce que ça recoupe pas
ce débat qui est quand même central, le clivage qui s'est opéré entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'un fait 7%, l'autre fait 23%. L'un parle que d'identité, parce qu'il est riche, hein, parce que sa sociologie est riche. Hein. C'est la nuance que j'apporterai sur cette bourgeoisie comprador, comme l'appelle Jérôme Sainte-Marie. De fait, tout électorat de Zemmour a voté pour Marine Le Pen. Hein. Donc il y a un réflexe patriote dans la bourgeoisie conservatrice zémourienne. Elle a voté à plus de 90% au deuxième tour pour Marine Le Pen. Hein. Elle n'a pas voté Macron. Hein. Ça, faut le souligner. Mais est-ce que c'est pas là aussi que le clivage se traduit sur le terrain électoral? Bien sûr, mais justement, si on revient à cette notion de formation d'un bloc historique qui, à mon avis, qu'on pourrait qualifier de bloc patriote, de bloc national, justement, la stratégie, que ce soit de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, est inversée sur ce domaine-là. Pour revenir à la pensée de Gramsci, au moment du Risorgimento, justement, va y avoir cette collaboration de classes, si je puis dire, avec les classes industrielles du Nord, du Piémont, ce genre de choses, et puis les grands propriétaires terriens du Sud. Et justement, Gramsci va penser ce modèle-là de la Révolution en disant qu'il peut y avoir de la collaboration de classes quand, justement, une certaine bourgeoisie a des intérêts matériels qui sont en adéquation avec les intérêts nationaux. Et là, justement, où il y a une inversion, je pense, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est que pour fonder ce bloc historique, il faut toujours un noyau irradiant. Marine Le Pen, ce noyau irradiant, elle le met dans les classes populaires, alors que Éric Zemmour va plutôt le fonder sur cette bourgeoisie patriote. Alors évidemment qu'on aura besoin des deux demain pour l'emporter. Mais par contre, aujourd'hui, ce qui nous permet, dans le camp national aujourd'hui, d'accéder au second tour, c'est justement ce vote des classes populaires et non pas directement ce vote des classes hautes ou des classes de la bourgeoisie patriote. Donc moi, ma sensibilité me porterait plus, justement, comme vous avez dû le comprendre dans mon livre, plutôt vers la voie de Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est plutôt la bourgeoisie patriote qui doit faire un pas vers les classes populaires. Et par contre, là aussi, où j'aimerais bien éclaircir certaines de mes positions, moi je suis absolument pas, ébahi sur une certaine classe populaire française qui serait patriote, ce genre de choses. Je sais pertinemment qu'elle a été largement acculturée, qu'elle est, à brevet de civilisation américaine, mais dans le mauvais sens du terme, vous voyez, sur le domaine de la culture, je me fourvoie pas sur le peuple français actuel, je le connais, j'en viens, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et même, je me suis toujours méfié quelque part des notions très orwelliennes comme la common decency. Bon, voilà, j'ai toujours eu un aspect assez critique là-dessus, mais par contre, ce que je constate, comme j'expliquais au début de notre entretien, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt matériel et l'intérêt, notamment au niveau de la sécurité intellectuelle, ramène le peuple au roc de la nation. Alors qu'aujourd'hui, la bourgeoisie, elle peut se débrouiller de manière autre. Elle envoie ses enfants faire des MBA aux États-Unis. Et même, il y avait un sondage qui était absolument ahurissant. En 2017, ils avaient fait le tour des plus grandes écoles de commerce en France, donc qui sont composés majoritairement par des rejetons de la bourgeoisie. Et au premier tour des élections présidentielles, Macron arrivait à 42% en tête, un score de dictateur africain, et Marine Le Pen avait une intention de vote qui était inférieure à 2%. Donc là, on voit qu'il y a un décalage. Mais par contre, vous avez raison de le mentionner, François, moi je suis, comme je l'ai déjà dit, je suis pour, et je considère que demain, on aura un combat à mener, notamment avec les élites patriotes et bourgeoises. Là-dessus, moi, je fais absolument pas de distinction comme les gauchistes pourraient le faire uniquement sur la notion de classe sociale, par exemple. Alors pour aller dans la continuité de ce que vous dites, François Bousquet, c'est par rapport à ce que vous dites, donc notamment cette distinction Éric Zemmour et Marine Le Pen. Finalement, il y a quelqu'un qui est arrivé en 2007 à rassembler les classes populaires et à la fois la bourgeoisie patriote, c'était Nicolas Sarkozy. Il fait plus de 30% dès le premier tour et après il arrive donc évidemment à la présidence de la République. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, il n'y a plus cette distinction de droite-gauche, donc Sarkozy était de droite, Ségolène Royal était de gauche. Aujourd'hui, il y a véritablement une distinction dans le camp patriote entre des souverainistes qui vont plutôt vers Marine Le Pen, des gens plutôt de droite identitaire qui sont avec Éric Zemmour, et finalement quand même une partie de la droite plutôt de centre, plutôt LR, qui est partie ELR et qui est déjà chez Emmanuel Macron, et qui pour vous, on ne les récupérera jamais. Là, il faut peut-être plutôt demander à François Bousquet, parce que c'était lui qui connaissait très bien Patrick Buisson, et donc cette ligne au moment de Sarkozy. Permettez, Rodolphe, c'est que vous avez raison de dire que c'est Marine Le Pen c'est sa ligne en tout cas, qui permet d'accéder au deuxième tour et pas celle d'Éric Zemmour. La preuve par la présidentielle de 2022. Mais la seule ligne de Marine Le Pen ne permet pas de gagner le deuxième tour.
Donc toute la stratégie Buisson, Sarkozy, Guénaud, c'est articulé autour de ça. C'est surperformer au premier tour pour arriver en tête au deuxième tour et rafler la mise, ce que le Rassemblement national n'arrive pas à faire. Donc c'est un problème avec la bourgeoisie. Certes, la bourgeoisie doit se rapprocher et faire un effort. La bourgeoisie et les élites surtout, parce qu'elle est susceptible, la bourgeoisie, d'abord elle, de fournir des cadres. C'est beaucoup plus facile pour elle de se rapprocher du RN, mais je crois que la réciproque s'impose également, me semble-t-il. On voit qu'il y a quand même des efforts qui sont faits du côté du RN, notamment avec le campus Emera. Il y a vraiment une volonté, justement, et même il y a quand même le précédent des législatives. C'est quand même exceptionnel. Et je pense que de manière générale, les députés RN font quand même un certain travail assez intéressant. On le voit notamment, par exemple, sur les domaines. Je me souviens au moment de la réforme des retraites, justement, le groupe RN a été un des seuls à mettre le doigt sur la question vraiment centrale qui était celle de la natalité. C'est que justement, si on a ces problèmes de retraite aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais en amont considéré ces problématiques de politique familiale ou de natalité, justement, alors qu'on rentrait tous dans un hiver démographique, notamment en Europe. Donc voilà, je pense que là-dessus, il y a quand même le RN aujourd'hui se met en lice et représente beaucoup plus un parti de gouvernement qu'avant. Donc voilà, aujourd'hui, on verra bien aux européennes dans quelques mois comment ça va se passer. Mais là, encore une fois, je pense que c'est à la bourgeoisie nationale et patriote de faire acte de foi justement vers ce renouveau national. Alors avant, François Bousquet, allez-y, mais je voulais faire la distinction entre nation et civilisation, mais... Oui, non, allez-y. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant là-dessus. Vous dites l'identitaire croit au sang que l'on reçoit et le souverainiste au sang que l'on verse. L'un honore l'Europe, l'autre chérit la France. Deux points de vue qui s'affrontent, la civilisation ou la nation. Alors pour nous, la civilisation et la nation, normalement, ça s'accorde. Oui. Mais alors, juste cette distinction-là, puis je vous donne la parole. Oui, François. Là encore, évidemment, c'est une question un peu polémique, si je puis dire. Mais oui, moi, je reste fondamentalement attaché au sang que l'on verse. Ça, c'était une notion qu'on reprenait notamment sur Péguy, mais je sais bien évidemment l'importance du sang dont on hérite. Et justement, si le principe de l'enracinement, comme on l'a développé notamment dans le nationalisme français, avec notamment Barrès par exemple, la terre et les morts, justement, c'est qu'on vit sur la terre de ses devanciers, mais justement, on vit sur la terre de ses devanciers avec des semblables. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il est évident que le dessin démographique français a changé quelque part. Il faut essayer justement d'en arrêter certaines logiques, notamment, moi je suis pour l'arrêt quasiment total de l'immigration. Alors bien sûr, évidemment, il y a par exemple, certaines notions comme les échanges étudiants, là on est obligé de faire quasiment au cas par cas. Mais par contre, là aussi, je pense qu'il y a un consensus qu'il faut mettre en avant au sein du camp national, c'est qu'on est pour une limitation drastique de l'immigration, qu'on est pour aussi une réimmigration partielle. Là aussi, c'est par exemple des éléments de langage que j'ai essayé d'introduire dans la doctrine souverainiste, et c'était des choses qu'on n'entendait pas forcément. Et aujourd'hui, pour tout vous avouer, il y a plutôt une bonne réception, je trouve, même dans les bas souverainistes. On peut parler assez facilement justement de ces changements démographiques, de la possibilité de la réimmigration, de l'arrêt total justement de l'immigration. Donc je pense à mon avis que c'est des avancées. Puis qui pourront peut-être demain tendre des ponts entre nos deux camps, même s'ils ne sont pas si éloignés que ça au final. Alors François Bousquet, dernière question. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Il y aurait quantité de choses à dire, oui. Sur cette question du souverainisme, je ne crois pas que ce soit un terme que revendique très très clairement le Rassemblement national, pour des raisons de pénétration dans l'opinion. C'est amour en isme. Néanmoins, je crois que la campagne européenne va quand même s'articuler autour de la question de la souveraineté, qui est beaucoup plus fédératrice. Mais le souverainisme, c'est 5% à la présidentielle, Rodolphe Cart, Jean-Pierre Chevènement. L'identitarisme, c'est la même chose, c'est 7%. Il y a 2 points d'écart. Est-ce que ça pèse vraiment électoralement ces deux termes, ces deux syntagmes, ces deux items? Est-ce que l'électorat populaire, en l'occurrence, la France dans ses profondeurs, se situe par rapport à ces deux mots? Moi, aussi, comme je le dis dans mon livre, moi je me présente toujours, avant de me présenter comme un souverainiste ou un identitaire, comme plutôt un nationaliste français. Alors aujourd'hui, c'est un mot qui est connoté un peu péjorativement. Pourquoi pas patriote français? Mais parce que justement, ma génération n'a pas cette chape de plomb moral comme pouvaient l'avoir les générations précédentes. Et moi, je me revendique absolument comme nationaliste français, parce que nationaliste français, automatiquement, ça vous inscrit dans une certaine école de pensée. Alors peut-être qu'on va vous montrer du doigt, mais aujourd'hui, c'est des
des choses qu'on assume. Et je trouve que c'est assez pertinent qu'on ait cette radicalité aussi dans cette jeunesse. Alors, bien évidemment, tout ce qui sera plus difficile, ce sera la concrétisation dans le domaine du champ politique, et je le sais pertinemment. Mais oui, à mon avis, aujourd'hui, moi, j'aurais aucun scrupule à me le revendiquer. Et prenant par exemple la remarque de François, moi, en exemple personnel, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle à des gens qui ne sont pas très politisés, ou en tout cas qui sont un peu plus éloignés du monde politique que nous, de souverainisme ou d'identitarisme, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas les notions. Mais par contre, au niveau de la souveraineté, par exemple, quand on leur parle de souveraineté alimentaire, ou quand on leur parle de souveraineté économique ou même énergétique, tout de suite, ils arrivent, à mettre des images derrière. Donc voilà, c'est évidemment qu'aujourd'hui, le concept de souverainisme est invendable, et politiquement, comme vous l'avez très bien rappelé, François, il pèse peu de choses. Mais par contre, quand on s'empare de ces questions comme le contrôle des frontières, comme le contrôle de notre énergie avec notre parc nucléaire qui est à préserver, qui est à maintenir, ou quand on parle justement de la souveraineté alimentaire, parce que moi, au moment de l'assassinat du jeune Thomas, bien évidemment, j'étais horrifié, j'étais indigné, et justement, les identitaires ont fait vraiment un très bon travail justement pour essayer de mettre sur le devant de la scène politique ce cas qui est mine de rien, qui va se répéter de plus en plus. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'à côté, on avait les révoltes agricoles. Et là, par contre, excusez-moi, mais au niveau des partis politiques de droite, quelque part, c'est un peu le silence radio. J'ai vu qu'il y avait un député RN qui était allé les voir, qui avait un peu discuté avec eux. Mais pourtant, moi, si vous voulez, c'est deux choses qui me prennent au cœur. Parce que, évidemment, l'assassinat du jeune Thomas, il est insupportable. Mais quand tous les 2 jours, un paysan français, pareil, se suicide, c'est tout aussi insupportable. Et donc là, on a vraiment, comme je vous dis, les deux jambes qui doivent, à mon avis, à l'avenir, supporter le souverainisme, qui sont celles de l'identité et celles du social. Donc voilà, je pense que c'est sur des exemples concrets qu'on peut peut-être donner corps à des concepts qui sont un peu éthérés, c'est certain. Et justement, notamment, vous êtes donc contributeur d'ailleurs à Éléments et à la fois à Front Populaire, donc ce qui montre bien que vous êtes justement sur cette ligne de crête et vous pouvez être le lien de passage entre deux sensibilités qui ne se parlaient pas avant et qui aujourd'hui se parlent et qui peut-être demain voteront pour la même personne. Merci à vous, Rodolphe Cart. Je rappelle le titre de votre livre, Feu sur la droite nationale, aux éditions La Nouvelle Librairie. Puis merci à vous, François Bousquet. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau livre et pour une nouvelle vidéo. Merci à tous les deux.